Alexis, si c'est OK pour toi, je te propose qu'on commence ce webinaire sur la décarbonation des bâtiments grâce à l'intelligence artificielle et qu'on présente la stratégie à laquelle on a pensé ensemble, la stratégie de partenariat entre Greenly et Citron. Avec grand plaisir, je suis ta direction. Ce que je te propose, c'est qu'on commence par se présenter. Alexis, à toi l'honneur. Je te laisse te présenter. Écoute, merci beaucoup Vianney. Ravi de participer à ce webinaire que Citron organise. Donc en quelques mots, Alexis, je suis le cofondateur de Greenly. C'est une entreprise qu'on a créée il y a 6 ans sur une idée très simple. Tout le monde, toutes les entreprises vont devoir suivre leurs émissions CO2. Et pour cela, il fallait acter un peu une rupture avec un monde de consulting uniquement sur ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de consultants, mais ça veut dire qu'il fallait créer de la tech pour que le bilan carbone devienne accessible aux entreprises de toute taille. Et donc moi, Alexis, je travaille sur ce sujet depuis 6 ans. On a la chance d'avoir pu euh, construire une équipe d'environ 200 personnes basée à Paris pour accompagner aujourd'hui plus de 3000 entreprises. Voilà. Bravo. Moi, je suis Vianney Rasquin, je suis le fondateur de Citron, une société spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments. Et on accompagne les entreprises, les collectivités territoriales, les foncières, etc., sur l'accélération de leur transition énergétique à travers de la tech et à travers du conseil. Avant de vous présenter en détail Citron, un petit point purement technique. Si vous avez des questions que vous souhaitez poser lors de la présentation, n'hésitez pas. Pour ça, utilisez le petit onglet Q et R pour questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran, euh, plutôt que la partie conversée. La partie conversée, vous pouvez vous en servir si vous voulez, mais on aura du mal à retrouver les questions à travers cette partie-là. Alors que si vous utilisez la partie Q et R, on les retrouvera tout de suite. Alexis, je te laisse présenter Greenly avant que je présente. Alors voilà, vous me pardonnerez, j'ai quelques slides en anglais, mais je ferai le voice-over en français. Je reviendrai rapidement sur le fait que je pense qu'il faut partir quand même du changement de paradigme. Le sujet climatique est devenu le sujet central, même par opposition de toutes les politiques publiques. Donc tout le monde doit s'en soucier, toutes les entreprises. Je n'apprends rien à personne pour dire que le sujet est urgent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde doit le mesurer. Et à partir de ce moment-là, il faut acter une sorte de rupture avec l'ancien monde où il n'y avait que les très très grandes entreprises qui le faisaient qu'avec du consulting. Nous, ce qu'on propose, c'est d'équiper tout le monde, y compris les consultants, d'outils qui permettent d'accélérer le sujet simplement pour répondre à ce besoin de massification, à ce besoin d'industrialisation du bilan carbone. Peut-être je peux passer sur la slide d'après. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous, ce qu'on a développé chez Greenly, c'est un ensemble de solutions. On a commencé par le bilan carbone, GHG Accounting. Évidemment, faire une photographie, un film de vos émissions, ça n'a aucun sens si vous n'accompagnez pas ça d'une stratégie de réduction. Donc c'est le deuxième volet. Euh, c'est un secret pour personne que plus de 70%, parfois 95% des émissions d'une entreprise sont dans son scope 3, ces émissions indirectes. Donc si vous voulez réduire, en général, il faut aussi choisir mieux ses fournisseurs d'électricité pour le scope 2 peut-être, mais ses fournisseurs de matières premières, de transport, de ce que vous voulez pour le scope 3. Donc ça veut dire engager ces fournisseurs dans certains secteurs, et aujourd'hui on parle du bâtiment, euh, choisir ses fournisseurs, ça veut dire comprendre quelles sont les émissions des produits que vous leur achetez. Donc il faut pouvoir réaliser des analyses de cycle de vie. L'empreinte carbone, non pas de l'organisation, mais de l'objet. Et puis, toutes ces données vont s'insérer dans des standards de reporting, de durabilité. Donc, vous avez tous entendu parler de la CSRD qui va encore concerner quand même les entreprises de plus de 1000 personnes en Europe. C'est pas rien. Et puis, il y en a d'autres. Donc, en gros, il y a un certain nombre de blocs qui vont ensemble. Et je pense que l'intérêt d'avoir une plateforme, c'est de les faire parler ensemble. Donc, pourquoi est-ce que les entreprises font ça? Tout le monde veut sauver le monde, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Si vous le faites, c'est parce que vous avez une pression réglementaire, c'est parce que vous avez une pression client.
Vous devez répondre à un appel d'offres. Dans le bâtiment, est compliqué de gagner un appel d'offres sans expliquer qu'on a une stratégie de durabilité. Donc vous avez cette pression client et en face de ça, vous devez montrer que vous avez une stratégie climat et votre bilan carbone, il s'intègre avec vos analyses de cycle de vie, il s'intègre à votre stratégie fournisseur. Donc nous, on n'est pas là pour juste faire du réglementaire, on est là pour accompagner cette croissance durable. Donc voilà un petit peu la vision de l'entreprise et la vision de la plateforme. Et si peut-être on change de slide. euh, je résume, et ça, je vais très vite. Donc, bilan carbone, plan d'action, engagement fournisseur, CSRD, ACV. Et puis, tout ce qui est réglementaire. Donc, vous noterez qu'il y a CSRD, SBTI. Il n'y a pas le décret tertiaire, puisque justement, c'est l'objet de notre partenariat avec Citron. Et je vais en dire un mot après. Euh, donc, on parle de l'IA. Je pense, ce qui est important de voir avec l'IA, c'est elle peut être à plusieurs niveaux. Nous, ce qu'on faisait déjà depuis quelques années, c'est qu'on faisait des bilans carbone. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est la partie droite de ma slide. C'est qu'on prenait toutes les données de votre entreprise, vos données d'électricité, vos données financières, vos données de logistique, vos données de cloud, vos données d'inventaire. Et en gros, ligne à ligne, on mettait ces quantités en relation avec des ratios de conversion qui sont issus de bases de données de recherche, qui sont la base carbone ADEME, mais il y en a d'autres, EcoInvent, etc., etc. Et donc, on calculait. Donc, le calcul, c'est très bien, ça vous donne un bilan carbone, mais ce qu'on découvre, et c'est là que l'IA générative apporte des choses nouvelles, c'est que nos clients, en fait, ils ne nous demandent pas juste de faire un bilan carbone, ils nous demandent de mettre ça en contexte. Ils veulent savoir comment ils se situent par rapport aux autres. S'ils veulent faire un bilan carbone, il y a plein de raisons différentes. Ça peut être une raison réglementaire, ça peut être une raison commerciale, ça peut être une raison concurrentielle. Et en fait, ils nous disent tout ça dans nos appels commerciaux, nos appels d'accompagnement, etc. Et donc, ce que fait l'IA générative, c'est assez puissant, c'est qu'elle contextualise. Donc, ça, c'est un peu un nouvel élément récent. C'est que maintenant, on sait exactement pourquoi nos clients font ça. Je dois répondre à un appel d'offres dans le bâtiment, ou je dois répondre au décret tertiaire, ou j'en ai marre de faire tout à la main. Et donc, en fait, ces interactions, nous, on les synthétise et on les met dans le moteur d'IA Greenly. Et ça veut dire que on va adapter la stratégie de collecte de données, notamment, à finalement votre contexte. Parce que sur le sujet du bilan carbone, on peut être hyper détaillé comme on peut aller en surface. Et toutes les organisations n'ont pas la même maturité sur ce sujet. Et donc, c'est très important de comprendre ce contexte. On peut ne jamais s'arrêter. On peut aller jusqu'à la maille du fournisseur du fournisseur. Et ça, en fait, on va adapter la stratégie de collecte au contexte. Et ce que fait l'IA générative, c'est qu'elle synthétise en gros toutes les interactions que vous avez avec et elle adapte le parcours de delivery. Donc ça, c'est la partie contextuelle. Elle adapte aussi le rendu des livrables à l'interlocuteur. Et puis, il y a la partie recommandation benchmark. Une question que nous posent tous nos clients, c'est OK, voilà mon ratio d'émissions, voilà mes émissions globales, mon scope 1, mon scope 2, mon scope 3, mes émissions par chiffre d'affaires, etc. Mais comment je me situe? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je décarbone? Donc, évidemment, quand vous avez une très bonne idée des émissions, vous pouvez dire, bah oui, travaillez votre poste principal, les matières premières, les achats, etc. Mais ça ne vous dit pas ce que font les autres. Et en l'occurrence, ce que font les autres, maintenant, c'est très public. Donc, vous avez énormément donc, ça, c'est la partie gauche de ma slide. C'est vous avez des rapports du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, etc. Vous avez la CSR, l'EFRAG, qui a publié en ligne 1000 rapports extra-financiers de grandes entreprises. Donc, nous, on a ingéré tout ça. On l'a synthétisé. Et donc maintenant, vous pouvez demander, en gros, à l'IA qui est sur euh, l'interface Greenly, OK, je suis une entreprise de la construction dont le scope 3, achat de matériaux est très élevé, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Que font les autres?
Et ça va aller vous lire ce que fait Bouygues Construction, Vinci, etc., etc., et vous dire, voilà, ils ont fixé tel objectif à horizon 2030, voilà leur trajectoire de décarbonation, voilà les 4 points sur lesquels ils insistent principalement. Et donc, ça, c'est surpuissant. On ne pouvait pas le faire il y a 2 ans, et ça répond un peu à ce besoin de contextualiser. Donc ça, c'est juste, en fait, on avait déjà l'infrastructure pour faire le calcul, et on a rajouté une strate d'intelligence artificielle qui vient mettre en relation vos données avec les données contextuelles de votre industrie. Et ça implique une dernière innovation, c'est que l'expérience devient aussi plus conversationnelle. Parce que, évidemment, on a des experts chez nous, il y a des experts chez Citron, mais ils ne sont pas toujours disponibles. Ou parfois, il faut prendre rendez-vous. Et là, bah, l'IA, elle vous sort tout de suite ces infos. C'est quand même assez fort et on voit des taux de satisfaction assez élevés sur ces sujets. Et on a pu brancher en gros des technos qui n'étaient pas disponibles il y a 3 ans. Peut-être, Vianney, sur la slide d'après pour aller plus vite. Euh, donc, je vais aller vite là-dessus, mais grosso modo, ce qui est compliqué dans les sujets de décarbonation, c'est la mesure, ça prend du temps. Ce que doit faire une plateforme, c'est accélérer la collecte des données, c'est accélérer l'analyse et accélérer la production de rapports. Et donc, on a un certain nombre de ratios là-dessus. Ça dépend de chaque entreprise. Je pense qu'on peut aller un peu plus vite, mais je pense que derrière toute cette techno, il y a une notion de coût. Il s'agit de le réduire. Le but, c'est de réduire le coût du reporting pour qu'on ait plus de temps, plus de budget sur la décarbonation. Et si on va sur la slide d'après, bon, je vais vite là-dessus, mais je pense qu'il y a un dernier aspect de l'IA, c'est que bah, quand on a ingéré tous ces rapports, en fait, on peut aussi pré-remplir beaucoup de choses. Si des grandes entreprises ou même des petites ont fait des rapports CSRD ou VSME, qui est la version PME ou ETI du sujet, c'est très chronophage en termes de remplissage de texte. Et personne ne l'avait jamais fait. Donc personne ne sait comment remplir parce que, il y a un formalisme. Quand vous avez 1000 exemples, vous pouvez dire, OK, comment remplit une entreprise de la construction ce sujet? Bah, l'IA vous pré-remplit le truc. Et une fois que vous avez le format CSRD, bah, en fait, il se recoupe avec énormément d'autres formats de reporting. GRI, IFRS, TCFD, etc. Donc il y a un peu ce sujet de l'interopérabilité des standards de reporting. Et en fait, comme ces standards se recoupent et que c'est beaucoup de réponses similaires, ben, en fait, vous pouvez redispatcher ce contenu d'un standard à l'autre. Et même pour des appels d'offres. Par exemple, un des cas d'usage les plus fréquents, c'est nos clients qui nous disent, OK, j'ai toutes ces données ESG dans ma plateforme, mais en fait, mes commerciaux doivent répondre à un appel d'offres sur ce sujet, et chaque appel d'offres a son propre format. Vous rentrez le format de votre appel d'offres, et ça vous ressort toutes les réponses puisées dans la plateforme. Voilà, ça fait partie des trucs assez concrets, assez simples, assez utiles, qui font gagner du temps sur les sujets de durabilité. Peut-être sur la slide d'après, je pense que il faut dire un mot sur l'impact carbone de l'IA, parce que si la solution fait partie du problème, on a quand même un problème. Il y a un impact carbone qui est important. Euh, L'augmentation de la consommation électrique des data centers, c'est plus 10% par an. Les data centers sont des bâtiments. On en construit de plus en plus. Il faut les construire. C'est à peu près 20% l'impact carbone du cloud et de l'IA. C'est la construction des installations. Euh, et, euh, et on voit d'ailleurs que les logos que vous voyez à gauche, Amazon, Google, c'était plutôt les élèves modèles de la décarbonation. Et depuis 2 ans, leur trajectoire carbone a totalement déraillé. Donc ils baissaient, ils étaient en ligne avec tout ce qui devait avoir lieu, et maintenant ils sont plutôt à plus de 30% par an. Parce qu'il y a un investissement massif dans la construction de data centers, il y a une consommation énergétique massive et il n'y a pas assez d'énergie décarbonée pour accompagner tout ça. Si bien que, en réalité, beaucoup de l'IA actuellement est alimentée par des centrales à charbon et gaz qu'on réouvre. Et donc il y a la promesse de mettre du nucléaire, de la fusion, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ce qui se passe à court terme.
aux États-Unis. Donc c'est un sujet. C'était déjà un sujet sur les data centers, c'est encore plus un sujet sur l'IA. Est-ce que ça veut dire qu'il faut y renoncer? Je ne crois pas. En tout cas, on ne peut pas ignorer le problème. Mais ça se calcule. Et ça se calcule simplement en suivant la consommation des data centers. On peut, en se connectant à vos prestataires de cloud, avoir en fait un rendu de la consommation électrique de chaque instance de vos data centers, y compris ceux qui sont utilisés pour l'IA, et de cette consommation électrique, calculer le CO2 parce que on regarde où cette électricité est consommée et on applique ce facteur d'émission de différentes sources, l'IEA, Electricity Map, etc. À quoi ça sert? Et c'est peut-être la slide d'après. Euh, euh, ah, euh, ben je vois que j'ai été coupé. À quoi ça sert? Ben, ça sert en fait à aller brancher ces data centers sur des sources d'émissions décarbonées. Donc en gros, moi je propose pas d'arrêter de faire de l'IA, je propose qu'on puisse avoir des data centers qui sont si possible locaux, si possible branchés sur des sources d'énergie décarbonées. C'est ce qu'on a fait chez Greenly. On a, c'était 40% de nos émissions, la tech, le data center. On a déménagé nos data centers de l'Irlande à la France. Et on est passé d'un ratio d'émissions de 500 grammes de CO2 par kilowattheure à, ça dépend du moment, mais entre 30 et 50. Donc divisé par 10. Donc c'est possible. Euh, voilà. J'allais dire deux mots sur le partenariat Greenly Citron, mais peut-être que la slide est ici, alors c'est parfait. J'en dis deux mots et après je te rends la parole, Vianney. Euh, Nous, quand on calcule un bilan carbone, on calcule le scope 1, le scope 2, le scope 3. Le scope 2, c'est la consommation électrique. Donc là, c'est des données qu'on a en commun avec Citron. Et donc, nous, quand on a des données de scope 2 et qu'on a des clients qui veulent faire des audits énergétiques, qui veulent implémenter des plans de décarbonation pour leurs bâtiments ou qui doivent se conformer au décret tertiaire, en fait, on a déjà une grande partie des données. Et à travers ce partenariat, on peut les envoyer à Citron. Et ça permet, eux, d'aller un cran plus loin, à la fois sur du plan réglementaire et sur le plan de l'analyse. Et du coup, pour le client, bah, ça va plus vite, ça coûte moins cher. Et ça marche dans l'autre sens. Un client Citron qui aurait des données très précises de son électricité peut venir alimenter le scope 2, les données de scope 2 de Greenly. Donc on s'est dit, on est deux acteurs de la tech. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces données qu'on a en commun pour se complémenter sur deux expertises qui ne sont pas exactement les mêmes? Je parle toujours beaucoup trop longtemps, donc je m'arrête là. Peut-être qu'il y aura des questions. En tout cas, je te rends la parole, Vianney, et merci de cette tribune. Eh ben, avec plaisir, Alexis, je te remercie pour tous ces détails. Je pense que tu vas retrouver certaines de tes slides un peu plus tard dans la présentation, mais ça sera l'occasion d'en reparler un petit peu. Alors, rapidement, je vais en profiter aussi pour présenter Citron. Donc, Citron, c'est une société spécialisée en efficacité énergétique des bâtiments que vous êtes nombreux à connaître maintenant. Citron, c'est une société qui s'est donné une mission, celle d'accélérer la transition énergétique des bâtiments. Et pour ça, on a une conviction, c'est qu'on a besoin de deux choses. La première chose, c'est une technologie qui permet d'automatiser toutes les tâches chronophages. Comme le suivi, enfin la collecte des données pour pouvoir permettre un suivi des consommations énergétiques. Donc c'est justement l'essence de la plateforme d'Hypervision Citron, c'est de collecter, c'est de centraliser toutes les données liées à l'énergie d'un patrimoine immobilier, liées à son fonctionnement, pour pouvoir permettre un suivi des consommations énergétiques, une analyse de ces consommations, et derrière, du coup, la création de plans d'action, de déploiement d'actions de performance, de mesures d'impact des actions déployées, etc. Et pour pouvoir faire ça, la deuxième conviction de Citron, c'est que le logiciel ne sera jamais suffisant. Quelle que soit l'intelligence artificielle qu'on puisse y intégrer, il y aura toujours besoin d'humains, de personnes, d'ingénieurs ou d'experts qui vont sur le terrain, qui observent le comportement d'un bâtiment, qui observent son fonctionnement, qui observent son besoin, qui comparent ça à son environnement, qui comparent ça à la performance de ses équipements, etc., pour pouvoir détecter des gaspillages énergétiques, proposer des actions de performance et suivre l'impact de ces actions pour optimiser les coûts et l'impact du bâtiment.
Alors, en quelques mots, Citron, c'est une société qui a ça rajeunit pas, mais bientôt 15 ans, qui fait à peu près 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est composé de 150 salariés. Et pour une grosse partie, ce sont des développeurs, des personnes qui développent notre produit, notre technologie. Et pour une autre grosse partie, des personnes qui accompagnent nos clients dans la détection des gaspillages et la mise en place d'actions de performance énergétique. On travaille avec quatre gros segments de marché. Les tertiaires occupants, donc les grandes entreprises qui ont besoin pour leur cœur d'activité de développer un certain, enfin d'occuper pardon un certain nombre de bâtiments. On travaille avec souvent leurs propriétaires, donc ce qu'on appelle l'immobilier d'investissement, les grosses foncières, les property managers, etc. Enfin les foncières de toute taille d'ailleurs, ou et leurs prestataires, les property managers. On travaille avec les collectivités territoriales de toute taille également. Ça peut être des villes, des régions, des départements, des communautés de communes, des syndicats d'énergie. Et on travaille avec les bailleurs sociaux, donc l'habitat collectif. Alors, chez Citron, l'IA, elle a une place importante. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la première problématique du secteur de ce qu'on appelle des systèmes de management de l'énergie, aujourd'hui, c'est encore pour des raisons à la fois réglementaires, mais aussi de bon sens, de savoir mesurer suffisamment finement, avec suffisamment de certitude, avec une complétude suffisamment importante, sa consommation énergétique. En effet, quand on veut rentrer, quand on veut commencer un régime, quand on veut réduire ses consommations énergétiques, la première chose qu'on fait, c'est de monter sur une balance, donc c'est de plugger au bâtiment un système de management de l'énergie qui va permettre de savoir exactement combien il consomme, à quel endroit, à quel moment, pour quelle raison. Et donc le premier cas d'usage lié à l'intelligence artificielle qu'on a déployé, eh ben, il est à cette destination-là. Il est destiné à améliorer le niveau de complétude, le taux de complétude et la quantité de données qu'on collecte. Citron qui est capable de collecter un nombre de données très important, on va être capable de déployer par exemple des objets connectés ou de se connecter aux automates et aux objets connectés qui sont présents dans le bâtiment. Mais on collecte aussi des données qui sont entre guillemets gratuites ou en tout cas déjà à nos clients, à nos utilisateurs. Par exemple, les données issues des gestionnaires de réseaux de distribution, Enedis ou GRDF pour la plupart, ou des données issues de leur facturation, des fournisseurs d'énergie. Et ben, jusqu'à maintenant, pour pouvoir lire une facture d'énergie, comme une grande partie des acteurs du marché, et puis aussi comme une grande partie des acteurs de d'autres marchés qui font de la lecture automatisée de factures, on utilisait des technologies d'expression régulière, d'OCR, etc. Aujourd'hui, on va utiliser des technologies d'intelligence artificielle. On a des agents qui vont lire eux-mêmes les factures énergétiques qu'on va pouvoir collecter auprès des fournisseurs, qui vont les comprendre tout seuls parce qu'ils vont être entraînés à lire des factures. Et même quand il y a des changements dans la facture, parce que un fournisseur décide de faire des changements, il va y avoir, la technologie sera en mesure du coup de reconnaître les données qui vont s'y trouver et de s'adapter par eux-mêmes à ces modifications. Donc il va y avoir une intelligence artificielle qui va servir dans un premier temps à lire automatiquement ces factures et à améliorer le niveau de complétude et donc la cohérence et la véracité des déclarations qui peuvent être faites. Donc ça, c'est un premier effort qui a été fait, qui fonctionne très bien et on a pu observer les taux de complétude de données s'améliorer nettement via l'intégration de cette technologie-là. Dans un second temps, et ben là, on arrive sur des cas d'usage qui sont beaucoup plus habituels. Alexis en parlait tout à l'heure. La première chose qu'aide l'intelligence artificielle, c'est toutes ces technologies d'assistance de LLM qui vont permettre, bah, au même titre que progressivement les gens passent de Google à Mistral enfin, à Le Chat, de Mistral ou à ChatGPT pour pouvoir poser ces questions. Et ben, sur la plateforme Citron, on pourra poser ces questions plus naturellement. Ça permettra de passer de la récupération d'une information en quelques clics suite à une formation à je pose ma question directement et soit on nous indique comment aller chercher l'information, soit on nous donne l'information directement. Et enfin, on pourra arriver grâce à tous les audits énergétiques. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Citron fait à peu près 500 audits énergétiques par an. Donc au même titre que Alexis avec Greenly va être capable d'aller chercher des données auprès des constructeurs, auprès des bétonneux, des informations sur quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées à une configuration qu'il peut observer dans un bâtiment. Et ben en fait, Citron, à travers ces milliers et ces milliers d'audits énergétiques qu'on a pu, et donc
ces du coup dizaines, voire centaines de milliers d'actions de performance énergétique qu'on a pu préconiser à nos clients. On a là une data, une source de données qui va permettre d'entraîner une intelligence artificielle qui elle-même va permettre du coup de détecter automatiquement des gaspillages énergétiques. Donc voilà, c'est à ça que va servir l'intelligence artificielle et ça va permettre, encore une fois, d'aller plus loin dans l'accompagnement des experts terrain, des ingénieurs en efficacité énergétique, des exploitants qui devront toujours rester sur le terrain, qui seront toujours nécessaires. On garde la même conviction. On a besoin d'une techno qui permet d'automatiser les tâches chronophages, qui permet d'aller toujours plus loin sur comment faire pour réduire ses consommations énergétiques, créer des plans d'action de performance et aider à déployer ces actions, ces plans d'action de performance. Mais on aura toujours besoin de personnes sur le terrain aptes à du coup les rationaliser et les mettre en place. Alors, cette slide, on en a déjà un petit peu parlé. Du coup, j'enchaîne avec comment faire du coup pour mettre en place ces plans d'action de décarbonation, pardon. Donc, ces plans de décarbonation, on peut les mettre qu'on appelle plan de décarbonation, mais qu'on peut aussi appeler plan d'efficacité énergétique, puisque réduire sa consommation énergétique, c'est nécessairement réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il y a deux grandes façons de le faire. La première façon, c'est l'amélioration continue, et la deuxième façon, c'est la recherche de plans d'action. Je m'arrête dans un premier temps sur l'amélioration continue. La première case qu'on appelle reporting énergétique ici, ça va correspondre du coup, eh bien tout simplement à monter sur une balance, à savoir combien on pèse avant de faire un régime, donc à maîtriser qu'est-ce que je consomme, à quel endroit, à quel moment et pour quelles raisons. Donc là, c'est s'appuyer sur un système de management de l'énergie, une plateforme qui va permettre du coup de savoir où est-ce que je dois me concentrer, savoir trier les bâtiments du plus consommateur au moins consommateur, par exemple en consommation nocturne par rapport à la surface du bâtiment. Là, ça va nous permettre d'avoir des actions de performance en termes de régulation qui vont venir assez vite. Et donc, travailler sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Et donc là, l'efficacité énergétique, si je devais en donner une définition simple, c'est adapter la consommation d'un bâtiment à son réel besoin. Typiquement, là, ce que je viens de dire, c'est, bah, on parlait de consommation nocturne, on va mettre en place des systèmes de régulation qui sont d'ailleurs par ailleurs obligatoires dans le cadre du décret Bax pour beaucoup de bâtiments. Ces systèmes de régulation vont venir adapter la consommation au réel besoin. On n'a pas besoin de consommer la nuit dans certains bâtiments. Et ben, on va observer qu'on consomme la nuit sur certains bâtiments et donc venir réguler le bâtiment à travers des techniques d'efficacité énergétique du bâtiment. On peut opposer ou en tout cas comparer l'efficacité énergétique du bâtiment à ce qu'on appelle la sobriété énergétique du bâtiment. La sobriété énergétique du bâtiment, c'est quelque chose dont on a beaucoup entendu parler, notamment au moment où le conflit ukrainien a été déclaré, et au moment où, Nord Stream est devenu totalement inopérant. C'est le fait de réduire son besoin pour réduire sa consommation. Là, c'est plutôt l'ambiance n'est pas d'adapter sa consommation à son réel besoin, mais de réduire son besoin pour pouvoir permettre une diminution de ses consommations. Si je vous donne un exemple, c'est par exemple de dire, mais je vais baisser de 2 degrés la température dans mon bâtiment, même quand j'y suis, avec comme objectif principal, bah, tout simplement, de moins consommer et donc en demandant moins au bâtiment et donc en réduisant son besoin, puisque hier on avait défini que notre besoin c'était 21 degrés, aujourd'hui on définit que c'est votre stratégie de définir que c'est 19. Une deuxième façon de faire, enfin une nouvelle façon de faire pour pouvoir réduire et améliorer en continu sa consommation énergétique et créer ces fameux plans de décarbonation, ça va être de lever la tête du guidon régulièrement, tous les 6 mois, tous les 12 mois, pour pouvoir faire le point sur sa stratégie énergétique, comparer là où on en est par rapport à ses objectifs. Et faire des arbitrages, soit d'investigation complémentaire, et ça c'est plutôt ponctuel, c'est le sujet d'après, soit pour pouvoir faire le choix de déployer des actions de performance parce que elles sont en phase avec les objectifs qu'on souhaite atteindre. Et ces objectifs, ils sont souvent réglementaires et donc on le laisse ici parce qu'il faut l'avoir en tête. La déclaration de ces consommations énergétiques chaque année, elle a deux grandes vertus. Elle a la vertu de permettre de se forcer à faire un reporting, mais elle a une deuxième grande vertu, c'est aussi de se benchmarker, de se comparer par rapport à des bâtiments équivalents et de savoir par rapport aux autres bâtiments si on avance bien, si on est en retard, si on est en avance. Et donc, ça permet d'avoir un bon référentiel. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que on a sur nos clients, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est très représentatif, que c'est totalement représentatif du marché, mais quand même pas mal, puisque on a 130 000 bâtiments connectés à la plateforme.
on a à peu près un tiers des bâtiments qui sont déjà conformes avec l'objectif de 2030. Donc cet objectif de réduction des consommations énergétiques que beaucoup ont dit inatteignable au démarrage, il l'est et il permet non seulement de réduire ses consommations énergétiques et donc pour certains d'être en avance, mais il permet aussi de savoir si on est dans la bonne tendance puisque chaque année au moment où on se déclare, eh ben, on va savoir si oui ou non on est plutôt en avance, plutôt en retard ou plutôt dans la tendance. Alors, après ces éléments qu'on fait de manière régulière et en amélioration continue, il y a aussi des éléments qu'on peut faire ponctuellement pour créer ces plans de décarbonation et créer ces plans d'efficacité énergétique. Le plus connu et le plus classique, qui vient d'ailleurs d'être mis à jour en termes d'obligations réglementaires, c'est l'audit énergétique. Alors, quelques mots rapides sur la nouvelle, sur les derniers changements de la loi DADU. La loi DADU, c'est la loi qui, entre autres, oblige aux grandes entreprises de faire des audits énergétiques de leur consommation tous les 4 ans. Et ben, en fait, cette obligation des audits, enfin, des grandes entreprises est devenue l'obligation des grands bâtiments. Hier, c'était les entreprises de plus de 250 salariés ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui étaient concernées. Aujourd'hui, c'est tous les bâtiments à partir du moment où ils dépassent 2,7 gigawatts. 2,7 gigawatts, ça peut venir assez rapidement. Surtout que c'est pas pour un bâtiment, pardon, c'est pour un numéro de sirène. Donc en fait, c'est toutes les entreprises ou tous les même collectivités territoriales, beaucoup ont aussi des numéros de sirène, donc toutes les organisations finalement qui consomment plus de 2,7 gigawatts. Donc au bout de 10 000 mètres carrés de bureau, on y arrive assez rapidement. On me dit qu'on ne voit pas mon écran, alors je vais arrêter et reprendre le partage. Alexis, tu vois pas mon écran non plus? Si tu vois? Moi, je vois, ça marche. Ah si, c'est bon, bah alors je pars du principe que tout le monde le voit sauf Anaïs. Mais n'hésitez pas à me le dire dans la discussion si jamais vous avez des soucis techniques. Enfin, que je pourrais me permettre de résoudre. Donc, ces fameux audits énergétiques, la loi DADU vient remplacer les grandes entreprises par les grands consommateurs et les grands consommateurs, du coup, vont devoir réduire leur consommation. Ça va même plus loin, hein. La loi DADU va aussi imposer à ceux qui sont plus, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ça doit être 23 gigas, quelque chose comme ça, plus de 23 gigawattheures par an, vont devoir, du coup, même être certifiés ISO 50001. Et donc, quand on parle de ça, forcément, c'est beaucoup plus de personnes qui sont assujetties à cette réglementation. Ça s'étend aux collectivités territoriales, ça s'étend aux gros bailleurs qui ont souvent des SCI par bâtiment, qui hier étaient du coup assez tranquilles parce que jamais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 250 salariés. Aujourd'hui, dès qu'on dépasse les 10 000 mètres carrés, même un peu moins, les 9 000 mètres carrés, on consomme en général plus de 2,3 gigawatts et on devient assujetti à cette réglementation. Donc, il y a un contexte réglementaire qui évolue fortement. On le voyait tout à l'heure avec Philippe Pelletier. Malgré le brouhaha politique ambiant qu'on observe, il y a un contexte réglementaire qui évolue tout de même dans le sens de la transition énergétique. Et c'est un soutien à la création de plans de décarbonation et d'efficacité énergétique, puisque c'est un outil qui permet concrètement d'établir des plans d'action de performance et donc concrètement, après, derrière, de mettre en place des actions de performance. Un autre outil, et qui d'ailleurs aussi sujette une réglementation, c'est de déployer ce qu'on appelle un audit BAX. Donc un audit BAX, c'est une étude qui va permettre de savoir où est-ce qu'on en est en termes de régulation dans le bâtiment. Quelque chose qu'on observe systématiquement sur les patrimoines de nos clients qu'on connecte à la plateforme Citron, c'est que une partie des sites sont mal régulés. C'est pas du tout et en fait, à partir du moment où on se déconnecte d'un système de management de l'énergie, un patrimoine immobilier finit par se déréguler au même titre que si vous n'allez pas voir un médecin régulièrement, vous allez finir par tomber malade. En fait, le fait de se connecter à une plateforme et de déployer un système d'automatisation et de contrôle, c'est ce qui va vous permettre, et donc de pilotage hein, du bâtiment et des équipements qui s'y trouvent, c'est ce qui va vous permettre de maintenir un niveau de régulation performant tout au long de l'année, quelles que soient les conditions, les paramètres d'ambiance et la météo dans laquelle se trouve le bâtiment. Et donc ça aussi, c'est devenu obligatoire, là pour le coup, pour les bâtiments de plus de 70 kW de puissance installée sur la partie CDC. Et cet audit dit BAX est une forme d'audit énergétique, mais ultra spécifique sur la partie régulation, qui va permettre notamment de savoir quelle est la marge restante réglementaire pour pouvoir se conformer avec cette obligation. Et enfin, il y a un dernier outil de mise en place de plan de décarbonation qui va être le dossier technique de modulation. Là, on revient un petit peu dans le décret, enfin complètement dans le décret tertiaire. Le décret tertiaire qui impose 40, 50, 60% d'économie en fonction d'une référence ou d'atteindre un niveau de performance assez élevé bâtiment par bâtiment et au global pour un groupe de bâtiments, va permettre du coup des modulations de cet objectif en fonction
de critères. Typiquement, si le temps de retour sur investissement pour mettre en place les actions de performance qui vont permettre d'atteindre les résultats obligatoires dans le cadre du décret tertiaire ont un temps de retour sur investissement de 50 ans ou de plus de 6, 15 ou 30 ans en fonction du type d'action de performance que vous voulez déployer, ça peut vous enlever cette obligation et donc augmenter le niveau de consommation à atteindre et donc réduire la quantité de travaux obligatoires à mettre en place avant 2030. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place assez rapidement maintenant, avant le septembre 2027. Donc il va falloir faire sur l'année 2026. Donc on est dans un contexte un peu budgétaire en ce moment, c'est le moment de commencer à y réfléchir. Vous allez avoir cette possibilité-là. Ceux qui ne l'auront pas mis en place, du coup, devront enfin, devront mettre en place des actions de performance et des travaux qui vont au-delà de ce qu'ils auraient pu moduler et donc atteindre en termes de performance. Donc finalement, ce partenariat Greenly-Citron, vous l'avez compris, hein, c'est un échange de données informatisées entre deux plateformes. Une plateforme d'un côté qui sait collecter automatiquement des données dont l'autre a besoin. Et donc là, bah, typiquement, c'est quand on parle du sens Citron vers Greenly, on va savoir collecter, d'ailleurs, quel que soit le scope, hein, que ce soit en scope 3 ou en scope 1, les consommations énergétiques des clients, enfin des prestataires ou de ces bâtiments, pour pouvoir compléter automatiquement la plateforme Greenly, qui du coup permettra de nourrir d'un côté l'intelligence artificielle dont Alexis a parlé tout à l'heure, mais aussi et surtout le bilan d'émissions de gaz à effet de serre qui peut être soit réglementaire, soit pertinent en termes de suivi et de décarbonation. Voilà, et j'ajouterais que c'est pas que le scope 2 global dans son ensemble, c'est bâtiment par bâtiment avec le type de chauffage, d'isolation, etc. Parce que c'est des choses qui permettent d'ajuster ensuite les facteurs d'émission, le calcul carbone. En fait, la granularité des données Citron, comme tu l'as dit, sur le scope 2 et sur le scope 3 apporte en fait une finesse d'analyse très très utile dans le cadre d'un reporting et d'une stratégie de décarbonation plus globale. Exactement. Et ça, on redit un peu la même chose avec une illustration, c'est que euh, ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on a des clients dans le monde entier et grosso modo, on peut parfois être les premiers à avoir eu cette interaction. Et donc, dans le cadre de la collecte de notre scope, du scope 2 de nos clients, on leur demande de nous partager leur consommation électrique. Ça peut se faire aussi par des intégrations comme Citron. Et ensuite, nous, on convertit ça en carbone. Et donc, si c'est nous qui avons les données Scope 2, bah, on a aussi des clients qui sont soumis au décret tertiaire et aux différentes obligations qu'a détaillé Vianney. Et dans ce cas-là, c'est dans l'autre sens que ça marche. C'est que nous, on n'accompagne pas sur ces aspects spécifiques au bâtiment. Enfin, on n'est pas des spécialistes comme Citron. Et donc, à ce moment-là, c'est nous qui envoyons les données. En tout cas, le partage d'informations fonctionne vraiment dans les deux sens. Et donc, bah, là, si je suis un peu commercial, au-delà l'avantage, en gros, à ne pas collecter deux fois les données, qui est quand même, à mon avis, l'impact le plus important, parce que c'est comme ça qu'on gagne du temps pour différentes obligations. Donc, avoir une solution intégrée, ça fait gagner beaucoup de temps. Ça permet aussi d'avoir une seule expérience. Puis, in fine, des clients qui travailleraient avec Vianney et Grigny, eh bien, on est en mesure de leur apporter des remises commerciales, puisqu'en fait, il y a une partie du temps de collecte de données qui est économisée pour tout le monde. Et donc ça, il faut que ça se traduise dans les prix. Et donc il y a un effet bundle pour les groupes. Je veux pas être lourd là-dessus, mais en tout cas, c'est pour la conversation qui suivra le webinaire. Et puis de manière générale, la réduction des coûts, on la voit aussi quand on réduit ses consommations énergétiques ou ses émissions de Bien carbone. sûr. Souvent, le fait de réduire, enfin toujours même le fait de réduire ses consommations énergétiques, et souvent quand on cherche à réduire ses consommations de carbone, on a un impact financier qui peut être plus ou moins rapide, mais qui est toujours réel et concret, puisqu'on permet de diminuer un poste de coût qui est important. C'est le domaine où le ROI de la transition énergétique est le plus évident. Et donc, c'est aussi pour ça que c'est une priorité pour les organisations qui ont beaucoup de bâtiments. Il y en a d'autres, bien entendu, mais celui-ci est le plus évident. C'est une gestion de CAPEX et d'OPEX.
Et donc ça, c'est des modèles qu'on permet de mettre en œuvre ensemble. Tout à fait. On arrive au bout de la présentation qu'on souhaitait vous partager ce matin. Je regarde rapidement s'il y a quelques questions. Oui. Alors Alexis, je vais les lire à voix haute parce que je ne les ai évidemment pas préparées. Il y en a deux en fait. Il y en a certaines, c'est pour dire qu'ils voyaient bien. Euh, Sauriez-vous quelle proportion de data centers en France et en Europe dans le monde utilisent la chaleur fatale pour alimenter le RCU? Est-ce que tu as une idée de ça, Les Alexis? autres chauffage urbain. Alors, très bonne question, très technique, très bonne. Malheureusement, je ne sais pas. Ça mérite qu'on se renseigne. Euh, je pense que ça fait partie des pistes très intéressantes parce qu'en fait, la consommation énergétique des data centers, qui est donc, on l'a dit, exponentielle, euh, tient notamment à l'énergie qu'on dépense à refroidir des data centers. Et c'est pour ça que les pays, c'est pour ça qu'on les met parfois près des côtes ou sous l'eau ou dans les pays nordiques où ils sont refroidis. Il reste pas moins qu'en France, on a une énergie décarbonée, abondante, disponible, qu'on exporte. Donc la France est un avantage concurrentiel sur ce sujet d'accueil. Et par ailleurs, on a une politique de réseau de chauffage urbain important. Donc, bon, en gros, j'ai pas de chiffres précis là-dessus. Je suis pris un peu au dépourvu. En tout cas, Mais ça reste une bonne pratique. mais ça reste une excellente pratique et ça fait partie. Je pense qu'il y a une stratégie de la France qui a été déployée au moment du sommet IA d'accueillir de plus en plus de data centers. Euh, on sait que ça explose. On sait qu'on a un avantage concurrentiel là-dessus. Il y a peut-être un enjeu de souveraineté à avoir ces data centers en France. Et donc, on est acteur de la décarbonation de l'IA quand on fait ça. Mais je dirais que ce que les data centers sont assortis d'un contrat pour être reliés au réseau de chauffage urbain, je ne sais pas. Je présume que non. Et je trouve que c'est une excellente recommandation pour toute commune qui aurait envie de les accueillir. Alors, la récupération de chaleur fatale, que ça soit sur des data centers ou des industries, hein, c'est des choses qui existent. En général, c'est pas tellement, enfin, à ma connaissance, j'ai pas d'exemple en tête pour les relier des réseaux de chauffage urbain, mais en général, ça sert par contre à préchauffer les bâtiments qui sont juste à côté, donc en forme de micro réseau de chauffage urbain dans un même site industriel ou. Et ça pose plus généralement la question des réseaux de chaleur urbain, qui sont un des moyens de décarboner le bâtiment et qui souvent se heurtent au manque d'équipement des copropriétés. Et donc le data center est un des moyens de pousser un sujet qui devrait être poussé plus généralement. Je continue les questions puisque j'enchaîne avec un autre webinaire à 11 heures et il est 11 heures. Il y a que deux, enfin trois questions, mais une qui va aller très vite. La première question, c'est on partagera les slides évidemment et la rediffusion ultérieurement. Et comment faites-vous en cas d'absence de données? Par exemple, il y a un trou dans un comptage de mesure d'énergie. Est-ce qu'il y a des modèles pour combler ces trous, etc. Euh, et même question sur les surfaces. Alors, sur les surfaces, très rapidement, en général, on les estime en fonction de ce qu'on imagine du bâtiment. On ne fait en général pas de métré pour pouvoir aller chercher. Enfin, on va pas chercher un géomètre, etc., pour préciser les surfaces. Enfin, quand on fait ça, ça arrive, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, en tout cas, on n'attend pas pour pouvoir commencer à chercher des actions de performance d'avoir le passage du géomètre. Et pour l'absence de données, en fait, c'est exactement pour ça qu'on cherche plusieurs sources de données différentes. C'est pour ça qu'on a les factures d'un côté, qu'on a les compteurs Enedis ou GRDF de l'autre, qu'on a des sous-compteurs, etc. Ça arrive qu'on prenne des modèles pour pouvoir essayer de combler les trous, mais globalement, on essaye d'éviter puisque c'est la porte ouverte vers l'imprécision. Et l'imprécision, quand on doit réduire très significativement ses consommations énergétiques et que 1% d'erreur, bah, potentiellement, c'est des centaines de milliers, enfin, de marge de manœuvre, c'est potentiellement des centaines de milliers d'euros de travaux en plus. Ça vaut toujours le coup d'aller chercher la vraie donnée en instrumentant ou en diversifiant les sources de données pour pouvoir Et, avancer. et je comprends que tu es pressé, mais je répondrai très brièvement sur la propriété des données. Donc, les données appartiennent toujours à ceux qui les produisent, hein, soyons clairs. Après, sur l'IA, c'est une bonne question parce que on sait que les modèles d'IA ont été entraînés sur des données parfois où ils n'avaient pas la propriété intellectuelle.
notamment les auteurs, etc. Donc c'est une bonne question. Je pense sur le sujet des données des entreprises pour la décarbonation, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Nous, on entraîne les modèles contextuels et les modèles de benchmark sur des données publiques. Les rapports extra-financiers des entreprises, ils sont publics. Donc, ce n'est pas des données confidentielles. Donc ça, il n'y a pas de problème. La question, elle se pose si vous devez analyser les données de votre client. Et donc là, évidemment, il faut le consentement. Mais vous ne voulez pas non plus que les données de votre client servent à entraîner un modèle qui serve à répondre aux données d'autres clients. Et donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir des serveurs locaux où vous maîtrisez le consentement et surtout le non-partage, non consenti, et qu'il n'y ait pas de partage, en tout cas s'il n'est pas consenti. Après, je pense que la logique intrinsèque des sujets carbone, c'est la transparence, c'est la publication. Donc, vous voulez que vos données sources soient protégées, que s'il y a une IA qui tourne dessus, ça soit confidentiel, local. Mais ensuite, vous voulez aussi publier vos données. Parce que c'est comme ça, mais du coup, les données agrégées, je pense, qui ne sont pas business critical. Tout à fait. Tu as répondu du coup à la question de Magali qui justement posait cette question-là. Donc il n'en reste plus qu'une seule. Concernant les données de consommation énergétique individuelle, est-ce que vous avez une API qu'on peut consommer ou alors est-ce qu'on peut le faire des requêtes pour avoir vos données? Si oui, est-ce que c'est payant? Alors je vais répondre pour Citron. Côté Citron, oui, on a une API qui permet d'avoir accès aux données qu'on collecte. Et oui, ça s'appelle un contrat de partenariat chez Citron. Le fait d'utiliser du coup la technologie de Citron est bien entendu payant, sinon on n'aurait pas la possibilité d'investir dans nos technologies et de continuer à vous apporter du service. Excellent. Eh bien, Vianney, je ne veux pas te rendre plus en retard que tu ne l'aimes, et merci beaucoup en tout cas d'avoir organisé ça, et on est évidemment très heureux de donner corps à ce partenariat avec vous. Je te remercie Alexis d'avoir aussi de ton côté joué le jeu et participé à cet événement. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous souhaite à tous un très bel après-midi, très belle journée, même il n'est qu'11 heures, on peut encore dire bonne journée. Bonne journée à tous, au revoir. À bientôt. Au revoir.